Salut tout le monde, aujourd'hui on parle de la série Rick Hunter. Donc on va suivre deux inspecteurs de la police criminelle, Rick Hunter et Didi McCall, joués par Fred Dryer et Stephanie Kramer. Rick Hunter est une forte tête qui mène ses enquêtes à sa façon, sans trop écouter sa hiérarchie. Il est désabusé, il voit Los Angeles comme la ville du crime, en laquelle il n'a plus d'espoir. Il est en partie comme ça à cause de son père, qui était dans une organisation criminelle, et il a été tué lors d'une fusillade avec un autre gang rival. Ça l'a poussé à être droit et juste, et donc à devenir policier. Il se voit attribuer une coéquipière, Didi McCall. Elle n'a pas non plus froid aux yeux, ni sa langue dans la poche. Elle a perdu son mari qui était aussi policier. Il s'est fait tuer pendant une enquête, ce qui forgera son caractère. Ils sont tellement borderline que plusieurs supérieurs vont abandonner leur poste. Avec le temps, ils finissent quand même par se calmer, mais pas trop non plus quand même. Faut pas déconner. Ils vont être une équipe particulièrement soudée qui résout nombre de crimes. Leur duo durera 6 ans. Après le départ de Didi McCall, c'est Joanna Molansky qui fera équipe avec Rick. Mais elle ne restera pas longtemps, et Chris Novak prendra sa place. Le capitaine Lister Dicken, joué par Arthur Rosenberg, va bien essayer de les cadrer, mais avec beaucoup de mal. Pour lui, la paperasse passe avant, ce qui est à l'opposé de ce que Rick et McCall veulent. Il restera 3 ans en poste, et puis il sera remplacé par le capitaine Charles Devan, joué par Charles Alhan. C'est lui qui va rester et les soutenir dans leur travail. Et lui d'ailleurs s'en sortira beaucoup mieux, comprenant les motivations des deux flics. C'est une série signée Stephen J. Cannell et Frank Lupo, et ils l'ont créée pour surfer sur le succès de l'inspecteur Harry, et Fred Dryer a été choisi en partie pour sa ressemblance avec Clint Eastwood, qui jouait l'inspecteur Harry dans le film de 1971. La série a été diffusée aux États-Unis sur NBC de 1984 à 1991. Le pilote est passé à la télé le 18 septembre 1984, et 10 jours plus tard, un mardi soir, la série était lancée. En France, la série a été diffusée à partir du 7 janvier 1988 sur TF1, puis sur TMC et RTL9. Et ce sera le célèbre commissaire Moulin, soit Yves Régnier, qui prêtera sa voix à Rick Hunter. Et c'est Annie Balestra qui prêtera sa voix à Stephanie Kramer. À ses débuts, la série s'est retrouvée en concurrence avec une autre série culte, Dallas. Mais la sauce ne prend pas de suite. Les critiques et les téléspectateurs la trouvent trop violente. Stephen J. Cannell va demander à Brandon Tartikoff, qui est le directeur de la programmation chez NBC, une chance à la série de continuer, en lui projetant une histoire en 2 parties qui n'avait pas encore été diffusée, nommée La Reine des Neiges. Par chance, il aime le double épisode, et il met la série en pause pour trouver un meilleur horaire de diffusion. Ce sera le samedi soir, et 2 mois après, la série revient à la télé, et les audiences remontent doucement. Stephen J. Cannell va quand même demander à Roy Huggins, connu pour son travail sur Maverick et The Rockford File, d'améliorer la série. Il devient le nouveau producteur exécutif pour la saison 2. La violence a été réduite, et les 2 policiers tueront moins les suspects de leurs affaires. Et ils adoucissent le caractère de Rick, et laissent de côté son histoire familiale liée à la mafia. Et ils modifient aussi le lieu d'enquête pour aller dans d'autres quartiers de Los Angeles. Les 2 acteurs principaux se voient accorder le droit d'improviser leurs textes beaucoup plus souvent. Et en fin de saison 2, Rick Hunter va briser le 4e mur, dans l'épisode La Belle de la Mort, en s'adressant directement aux téléspectateurs. Et ils font ça en espérant augmenter encore les audiences, et ça marche. Les 4 saisons suivantes vont avoir de bonnes audiences. Pour les histoires de leurs épisodes, les scénaristes n'hésitent pas à puiser dans des faits divers réels, et ils adaptent aussi des romans policiers. Ils donnent une phrase fétiche au personnage de Rick. Ça marche pour moi. Et elle est prononcée plusieurs fois dans l'épisode, et surtout après le générique, ce qui fait vraiment bizarre. C'est une drôle d'idée, qui sera abandonnée après la saison 1, et ça donne vraiment mal en français. C'est dans la saison 2 que l'on trouve le double épisode le plus choc, mais aussi le plus populaire de la série. Il romance un fait réel, d'immunité diplomatique, qui ont fait la une des journaux à l'époque. L'histoire, c'est qu'un diplomate étranger rencontre Didi McCall et la drague. Elle refuse ses avances, le diplomate n'apprécie pas son refus. Il trouve son adresse et se rend chez elle pour la violer brutalement. Rick Hunter, lui, est blessé à l'épaule et il encaisse très mal le viol de sa collègue. Et pour appliquer sa justice, il se rend dans le pays d'origine du diplomate pour le choper. Évidemment, cet épisode a fait polémique. C'est pas souvent que l'héroïne d'une série se fait violer et c'est filmé de façon assez réaliste. À la 3e saison, Fred Dryer a menacé Stephen J. Cannell de démissionner s'il n'augmentait pas son salaire. Il touchait 21 000 $ par épisode et il voulait des modifications dans la série. Mais Cannell n'a pas apprécié. Il l'a poursuivi pour rupture de contrat et lui a réclamé 20 millions de $. Du coup, ils ont trouvé un arrangement à l'amiable et le salaire de Dryer est passé à 50 000 $ par épisode. Ce qui fait qu'au final, c'est bel et bien Dryer qui a gagné.
C'est dans cette troisième saison que l'acteur Charles Allan a rejoint l'équipe pour jouer le capitaine Charlie Devan, et il est resté jusqu'à la fin de la série, devenant une des stars incontournables de la série. C'est aussi à cette saison que les producteurs avaient décidé de faire mourir le personnage de Bernie Terwinger, joué par James Whitmore Jr. Mais c'est sans compter sur Fred Dryer. Quand il a entendu ça, qu'il voulait faire sortir son collègue acteur, il s'est fermement opposé à cette décision. Le scénario a vite été réécrit et c'est Robert First, qui jouait Riley Cosland, qui s'est fait tuer son personnage, et il est donc sorti de la série. Et le hasard fait que c'est James Whitmore Jr. qui se verra réaliser cet épisode. Et c'est aussi dans la saison 3 que les scénaristes ont créé une incohérence dans l'histoire de Didi McCall. Dans les débuts de la série, il est dit que son mari est mort tué par un gamin punk en 1979 lors d'un contrôle de routine sur un suspect. Et donc dans l'épisode Requiem de la troisième saison, il change la date de sa mort, qui passe en 1982. Et son mari y est détective et il travaille sur une grosse affaire de meurtre et il se fait tuer pendant son enquête. Et le coupable est libéré sur parole. Didi va évidemment tout faire pour le remettre derrière les barreaux et résoudre l'affaire qui a coûté la vie à son mari 5 ans plus tôt. L'épisode 17 de la saison 3, Moment Fatal, est aussi un épisode spécial, rarement vu dans les séries télé. L'actrice Teresa Saldana vient jouer dans la série son propre rôle. Elle y joue le drame qui lui est réellement arrivé. Donc l'épisode est une histoire jouée par la vraie victime des faits, mais avec un autre nom. Ici, elle s'appelle Jennifer Hartman. Et quels sont les faits ? Eh bien, elle avait été traquée par un fan psychotique qui l'a poignardée. C'était un immigré écossais SDF nommé Arthur Richard Jackson. Il l'a agressé devant son domicile à Los Angeles. Après avoir été chopé, il a été extradé en Angleterre où ils l'ont jugé pour un vol et un meurtre en 1966, puis interné dans un hôpital psychiatrique où il finira sa vie en 2004. L'épisode, lui, est très romancé. L'histoire est que Jennifer Hartman, jouée par Teresa Saldana, qui est pianiste ici. Elle est actrice dans la vraie vie. Elle a été traquée par un psychopathe qui a juré de finir ce qu'il n'a pas réussi à faire des années auparavant. Donc, la tuer, vu qu'elle a survécu au coup de couteau. Il va faire de sa vie un enfer. Et les deux flics sont bloqués par des mesures administratives pour le faire arrêter à nouveau, car il est en liberté conditionnelle. Ils vont protéger la victime sur leur temps libre, mais le psychopathe arrête de poursuivre Jennifer et met dans son viseur Didi McCall. Et Hunter doit le choper avant qu'il n'arrive à ses fins. En gros, ils ont fait une suite fictive à la vraie agression qu'a subie Teresa Saldana. J'espère que c'était compréhensible, le mélange fiction-réalité est compliqué à expliquer. Et cette histoire a aussi été adaptée en téléfilm en 1984 et c'est aussi Teresa Saldana qui joue son propre rôle dans le téléfilm qui s'appelle Victim for Victim, The Teresa Saldana Story. Ça l'a vraiment marqué dans sa vie cette histoire au point qu'elle ait besoin de la rejouer à la télé. Ça doit pas être simple à gérer ce genre de drame. Dans la saison 4, à l'épisode 3, Party Passion City, Hunter et McCall font équipe avec le sergent Kitty O'Hearn, joué par Shelley Taylor Morgan, et son nouveau partenaire, le sergent Brad Navarro, joué par Eric Estrada. Ensemble, ils attrapent le violeur Bigfoot, et à la base de cet épisode, Didi McCall devait encore se faire violer. Mais l'actrice Stephanie Kramer n'a pas voulu. Son personnage avait déjà été victime d'un viol dans la saison précédente, elle trouvait ça ridicule de lui faire revivre la même chose. Elle a même menacé de démissionner s'il ne changeait pas cette intrigue. Elle a eu gain de cause, et au lieu de se faire violer, elle combattra le violeur et l'empêchera d'arriver à ses fins. Dans un autre épisode de cette saison 4, nos deux héros vont résoudre une célèbre affaire, celle du Dahlia Noir. L'épisode est diffusé à la date anniversaire du meurtre réel, 41 ans après l'affaire. Et à la fin de l'épisode, ils ont mis un carton expliquant que la véritable affaire était toujours en cours et que le meurtrier n'avait jamais été retrouvé. Et c'est dans cette saison 4 que la série va évoluer. Il y aura moins de courses-poursuites, moins d'action, la série devient plus classique avec des enquêtes comme dans les autres séries policières. Et c'est bien dommage. La saison 5 voit arriver un nouveau producteur exécutif, George Gaynor, qui a déjà travaillé sur pas mal de séries de l'époque. Il va faire un changement dans le duo de flics. À partir de là, ils auront des affaires en solo. Le but était d'étoffer les histoires. Et la garde-robe de Dryer se voit relevée avec des costumes cravates au lieu d'aller à la place de ses habituelles vestes et jeans. D'autres changements sont faits. Les uniformes des policiers se rapprochent plus des vrais uniformes de la LAPD. Et pareil pour les voitures, elles ont des blasons qui ressemblent plus à ceux des vraies voitures du LAPD. Pendant la saison 6, ils feront un truc que les fans réclamaient depuis longtemps.
c'est que McCall et Hunter aient une histoire ensemble, et on apprend dans un épisode qu'ils ont couché ensemble, dans la saison précédente. Mais ça a mis un froid dans leur relation. Fred Dreyer, qui était devenu producteur de la série, a dit en interview qu'il avait fait ça car il en avait marre que les fans ne cessent de demander que les personnages soient en couple, ce que les deux acteurs ne voulaient pas. Sinon, la série serait devenue pour l'amour du risque. Et c'est dans cette saison qu'on apprend que Hunter a eu un fils de 17 ans conçu pendant qu'il était en service au Vietnam. L'actrice Stephanie Kramer va quitter la série à la fin de la saison 6. Elle voulait se consacrer à sa famille et à sa carrière de chanteuse. Elle sera remplacée par l'officier Johan Molansky, joué par Darlana Fuegel. À la 7e saison, la série est déplacée par NBC dans une autre case horaire, le mercredi à 22h aux États-Unis. Fred Dreyer et Darlana Fuegel ne s'entendent pas du tout et les téléspectateurs ne l'aiment pas non plus. Sûrement qu'ils ont senti que les acteurs ne s'aimaient pas. Et dans cette 7e saison, Fred Dreyer, qui est donc producteur exécutif, prend la décision de la virer et de recaster une autre actrice. Dans la série, son personnage meurt assassiné par une tueuse en série. Elle est remplacée par Lauren Lane, qui joue donc le rôle de Chris Novak. Mais ça ne relance pas la série, qui est en chute d'audience depuis le départ de Stephanie Kramer. Comme d'habitude, enlever un acteur principal d'une série et en général se casse la gueule. Dreyer, lui, demande une nouvelle augmentation de salaire qui est refusée et la série s'arrêtera le 26 avril 1991 au bout de 150 épisodes. Dans la série, Hunter va conduire une multitude de voitures, des Ford LTD, des Dodge Monaco et plein de Chevrolet. Et c'est souvent des épaves. Elles lui sont fournies car il a la fâcheuse tendance à cartonner ses véhicules en fonçant dans les suspects pour les arrêter. Et dans la réalité, c'était aussi de vieilles voitures qui roulaient à peine pour limiter le budget de ces accidents, qui auraient fini par coûter cher à la production, s'ils utilisaient des vraies voitures de police. McCall, elle, conduira une Dodge Daytona Turbo Z de 1984, rouge, grenat et argent, au début de la série. Puis une Daytona Shelby Z rouge vif de 1987, et pour la saison 6, elle conduira une Dodge Dynasty de 1990, couleur or. Le numéro de badge de Rick Hunter est le 089. C'est le numéro de maillot de Dreyer lorsqu'il jouait pour les Rams de Los Angeles. Oui, plus jeune, il a joué au football américain et il était très bon. Il a participé au championnat National Football League. Il sera même cité dans l'équipe de l'année en 1972 et il fut d'ailleurs introduit à ce titre en 2003 au temple de la renommée de la NFL. L'intro du générique de la saison 2 a fait polémique parce qu'il y avait une petite scène où Hunter entrait dans les vestiaires des femmes. Du coup, le générique de la saison 2 a été remplacé par celui de la saison 1 pour toutes les rediffusions suivantes et aussi sur toutes les copies des DVD de la série. Et c'est pour ça qu'on continue de le voir dire sa catchphrase « Ça marche pour moi » dans le générique de la saison 2, alors que ça avait été retiré. Quelques acteurs sont passés derrière la caméra. Fred Dreyer a réalisé 5 épisodes, Stephanie Kramer, elle, en a réalisé 2 et elle a aussi écrit le script d'un épisode. Et celui qui a réalisé le plus d'épisodes est James Whitmore Jr. Il en aura fait 23. Voilà une petite sélection des guests qui sont passés dans la série. Il y a un paquet de gueules connues qui sont passées dans la série, donc rajoutez ceux que je n'ai pas mis en commentaire, car la liste était vraiment immense. Donc on trouve Stephen J. Cannell, Gary Grubbs, Shelley Taylor Morgan, Eric Estrada, Robert Vaughn, Gareth Morris, Jeffrey Anderson Gunter, Frank Collison, Tony Amendola, Michael D. Roberts, Dean Stockwell, L. Scott Cadwell, Deborah Pratt, Ray Wise, Mark Pellegrino, Robert Englund, George Clooney, Sam G. Jones, Robert Davis, Jeffrey Combs, Jonathan Banks, Stephen Williams, James Hong et Branchcombe Richmond. En 1995, un projet de téléfilm fut lancé, produit par Stu Seagal, Frank Lupo et Stephen J. Cannell. Les acteurs de la série reprennent leur rôle, à l'exception de Stephanie Kramer qui était enceinte. Le téléfilm a bien marché, il a eu de bonnes audiences et il s'appelle The Return of Hunter, Everyone Walk in L. L'histoire, c'est que Rick Hunter est sur le point de se marier et sa femme se fait assassiner. Il soupçonne l'ex-mari de sa femme qui la maltraitait. Mais l'affaire est compliquée car c'est une célébrité. Un nouveau téléfilm est fait en 2002, Rick Hunter, un nouveau départ.
Cette fois, Stéphanie Kramer est de la partie avec Fred Dreyer en producteur, aux côtés de Franck Lupo et de Stéphane J. Cannell. L'histoire, c'est que, en congé forcé après un échec lors d'une descente anti-drogue, Rick Hunter se rend à San Diego où il retrouve son ancienne partenaire Didi McCall. Mais lors de leur retrouvailles, Hunter et McCall se retrouvent pris dans un jeu de chat et de souris avec un russe. En 2003, rebelote, ils refont un téléfilm avec toujours les mêmes personnes aux manettes, qui cette fois doit servir de pilote pour une nouvelle série. Toujours avec les deux acteurs principaux, dans cette histoire, l'action se passe encore à San Diego où Rick Hunter a rejoint sa collègue définitivement pour reformer leur duo. Il traque des femmes braqueuses de banque, mais elles sont en prison au moment des faits, donc il y a un problème et il faut le résoudre. Puis arrive la nouvelle série, la même année en 2003. Ils raccourcissent le titre en un simple Hunter, elle sera composée seulement de 5 épisodes d'1 heure. NBC arrête la production car les audiences ne sont pas au niveau de ce qu'ils espéraient. Et des problèmes de budget ont aussi posé des problèmes. Et du coup, seulement 3 des 5 épisodes ont été diffusés à la télé. Donc oui, il y a 2 inédits qui se baladent quelque part, je ne sais pas s'ils ont été diffusés un jour, j'ai pas trouvé l'information. En 2009, un projet d'adaptation de la série pour le cinéma est annoncé en développement, avec un scénario de Franck Lupo et de Fred Dreyer, qui sera réalisé par Lupo pour Columbia Pictures, Encore Bay Film et Warner Bros Pictures. Eh bien, c'est tombé à l'eau. Et 15 ans après, vu l'âge des acteurs, vaut mieux que ça reste comme ça. C'était déjà pas super l'idée à l'époque, voir des soixantenaires courir après des criminels, c'est pas la meilleure des idées. On les imagine plus dans un bureau ou à la tête du poste de police. Si vous avez regardé le flic de Beverly Hills de Netflix, vous avez une idée de quoi ça aurait donné. Le film est sympa, mais c'est des papis qui jouent aux flics. Et pour finir, je n'ai pas trouvé si les téléfilms étaient disponibles en français ou si Elephant Film allait sortir un coffret avec ces derniers. Pareil, il n'y a pas de livre sur la série, ni d'annual. Et pour chercher, c'est le bazar, on tombe sur Rick Hunter de Macross ou Robotech, un autre manga adapté en anime dont un jour il faut que je refasse la vidéo. Et si vous avez des infos sur la série Rick Hunter en bouquin, complétez la vidéo avec vos infos dans les commentaires de cette vidéo. Ils sont faits pour ça. La musique du générique a été écrite par Mike Post et Pete Carpenter. Et ils ont aussi fait les musiques de la série. Et Walter Murphy a fait la musique de 22 épisodes. Il n'y a pas de CD disponible et elles ne sont pas sur YouTube. Il n'y a que le générique qui est disponible sur YouTube et on le trouve aussi dans des compiles de génériques de séries télé. Voilà pour la musique, il n'y a pas grand chose. Donc on passe à la conclusion. C'est la série typique des flics bourrins des années 80. C'est ça qui la faisait marcher. Dommage qu'il adoucit, ça l'a rendue plus lambda. Sinon, elle aurait vraiment fini en série cultissime. Moi, j'ai vu pas mal d'épisodes, mais c'était pas ma série que je regardais particulièrement. Et là, en faisant la vidéo, le fait d'avoir appris qu'il y avait des histoires vraies dans ces épisodes fait la différence. On s'aperçoit que la série était plus fouillée que d'autres séries lambda qui s'inspiraient vaguement de faits réels de l'époque. Là, ils prennent des faits réels et ils imaginent une conclusion à ces histoires. C'est assez original comme approche pour une série de ce genre et à cette époque. La série a l'air d'être disponible sur Apple TV+. Dites-le en commentaire pour ceux qui sont abonnés. Sinon, pour l'avoir autrement sur internet, ça va être compliqué. Pour l'instant, il n'y a que les 4 premières saisons en DVD français en 2 coffrets par saison qui sont en cours de parution chez Elephant Film de disponible. Il y a quelques épisodes sur YouTube en très mauvaise qualité. Je mettrai la playlist en description en espérant qu'elle ne soit pas supprimée directement après, comme ça le fait souvent. N'oubliez pas les trucs de YouTube, les commentaires, les pouces, les abonnements soutien pour voir les vidéos à l'avance, les super merci si vous avez envie de donner un petit pourboire, et vous pourrez aussi avoir accès à d'autres informations. Ça marche pour moi. Et moi, sur ce, je vous dis à une autre vidéo. Bye bye.